Ils ont choisi son anniversaire, son propre anniversaire. Sa belle-mère a traversé le jardin avec une enveloppe scellée, habillée comme si elle venait rendre justice. Son mari a détourné le regard. La foule est devenue silencieuse. Ses filles triplées se tenaient par la main. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est qu'elle attendait ce jour depuis longtemps. Le jardin était magnifique ce soir-là. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues d'un poteau à l'autre, se croisant comme des étoiles que quelqu'un aurait délibérément accrochées bas. Des tables rondes étaient recouvertes de nappes blanches. Des fleurs remplissaient chaque recoin. Une banderole au-dessus de l'entrée disait « Joyeux anniversaire, Lenora » et se balançait doucement dans la brise de fin d'après-midi, comme si elle était fière d'être là. Les voisins et les amis de la famille s'étaient assis sur leur 31. Les enfants couraient dans l'herbe. Quelqu'un avait installé un haut-parleur près de la clôture arrière, et une chanson lente et chaleureuse flottait dans l'air. Cela ressemblait à une fête. Cela en était une, du moins pendant un petit moment. Lenora se tenait près de la table principale, vêtue d'une robe ivoire délicate. Elle avait 42 ans et dégageait cette grâce que les femmes acquièrent lorsqu'elles ont traversé des épreuves et décidé de ne pas les laisser les définir. Elle avait en elle une sérénité que certains confondaient avec de la timidité. Elle n'était pas timide, elle était posée. Elle avait un calme qui venait du plus profond d'elle-même, le genre de calme qui cache plus qu'il ne révèle. Ses trois filles, Nia, Céline et Dara, couraient dans le jardin vêtues de robes jaunes assorties, se poursuivant et riant bruyamment, comme le font les enfants de 10 ans, qui ont encore l'impression que le monde a été créé pour eux. Lenora les regardait courir et son visage réagissait comme toujours lorsqu'elle regardait ses filles. Il s'adoucissait. Tout ce qu'elle portait depuis des mois s'envolait un instant chaque fois qu'elle regardait ses filles. Elle versa de la limonade dans un verre et se tint à l'écart de la fête, observant tout avec ses yeux calmes. Son mari Kofi arriva en retard. Pas un peu en retard, le genre de retard qui en disait long. Il franchit le portail, son téléphone à la main, sans lever les yeux. Il ne s'est pas dirigé vers Lenora en premier. Il s'est dirigé vers sa mère. Claudette était une grande femme d'une 60aine d'années, vêtue de bleu marine foncé, avec la posture de quelqu'un qui avait décidé depuis longtemps que la douceur était une faiblesse qu'elle ne pouvait se permettre. Elle et Kofi se sont embrassés, puis il a penché la tête vers elle et lui a murmuré quelque chose. Elle a hoché la tête. C'est la première chose que les invités ont remarqué. Pas la femme dont c'était l'anniversaire, ni le défunt mari et sa mère. Puis Kofi traversa le jardin pour rejoindre son ami Deshawn. Tous deux trouvèrent un coin près de la clôture et se mirent à rire d'une chose qu'eux seuls pouvaient comprendre. Lenora le vit. Elle voyait toujours tout. Mais elle ne faisait jamais d'histoire à propos de ce qu'elle voyait. Elle prit sa limonade, but une gorgée et sourit à la femme du voisin qui venait de s'approcher pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Puis la femme entra. Elle s'appelait Renée. Elle avait une 30aine d'années et était trop habillée. Comme le sont les gens lorsqu'ils essaient de communiquer quelque chose. Elle n'avait pas été invitée. Elle entra par le portail du jardin comme si elle avait tout à fait le droit d'être là. Kofi la vit et lui fit signe de venir comme si elle était attendue. Il la présenta à 2 invités à proximité comme étant sa collègue. Certaines personnes sourirent poliment. D'autres se regardèrent. Lenora observait depuis l'autre bout du jardin. Son visage resta impassible. Elle posa sa tasse, alla voir ses filles et aida Dra à refaire le nœud dans le dos de sa robe. Le toast d'anniversaire était censé être chaleureux. C'était censé être un mari levant son verre à sa femme, des invités applaudissant, des enfants volant du gâteau avant le dîner. C'est ce qui était censé se passer. Mais ce qui s'est passé a tout changé. Claudette s'est levée. Elle n'a pas attendu qu'on lui donne la parole. Elle a tapoté son verre avec une cuillère et les conversations dans le jardin se sont tuées, table après table. Les gens se sont retournés pour regarder. Claudette s'est redressée et a commencé à parler. Elle n'a pas appelé cela un toast. Elle n'a pas appelé cela un hommage. Elle a appelé cela la vérité. Elle a dit qu'elle avait vu son fils consacrer 20 ans de sa vie à une femme qui ne le méritait pas. Elle a dit qu'elle était restée silencieuse assez longtemps par respect pour le mariage, mais qu'il n'y avait plus de raison de se taire. Elle a dit que Lenora n'était pas la femme avec laquelle Kofi méritait de vieillir, qu'elle avait toujours su que quelque chose n'allait pas, qu'une vraie femme l'aurait dit et se serait retirée depuis longtemps.
Le jardin est devenu complètement silencieux. La musique s'était arrêtée. Quelqu'un l'avait éteinte ou c'était simplement l'impression qu'elle donnait. Les invités regardaient leurs genoux, le ciel, n'importe où, sauf Lenora. Kofi se tenait près de la clôture, les mains dans les poches, sans rien dire. Il regardait le sol. Deshawn regardait son téléphone. René se tenait près de la table des desserts, un petit sourire aux lèvres. Puis Claudette fouilla dans son sac à main. Elle en sortit une enveloppe scellée. Elle traversa lentement le jardin, les épaules en arrière. Ah, c'était panité moi-même. Comme si elle traversait une scène qu'elle avait répétée pendant des années. Elle la posa sur la table d'anniversaire, à côté du gâteau qui n'avait pas encore été coupé. Elle regarda Lenora et dit « Considérez cela comme un cadeau. » Nia tendit la main à sa mère en premier. Céline s'approcha de l'autre côté. Dra, la plus jeune de 4 minutes, se mit à pleurer sans faire de bruit. Les larmes coulèrent sur son visage comme si elle ne savait pas comment s'arrêter. Lenora regarda ses filles. Elle posa une main sur l'épaule de Nia et l'autre sur la joue de Dar et essuya ses larmes avec son pouce. Puis elle regarda l'enveloppe sur la table. Puis elle regarda Claudette. Puis elle regarda Kofi. Il ne disait toujours rien. Lenora hocha la tête une fois. Lentement, non pas par défaite, ni par capitulation. Le genre de signe de tête qui signifie « je savais déjà que cela allait arriver ». Le genre qui signifie « tu viens de commettre une erreur que tu ne comprends pas encore ». Ce que Claudette ignorait. Ce que Kofi ignorait. Ce qu'aucune des personnes présentes dans ce jardin ce soir-là n'aurait pu imaginer, c'est que chaque centimètre carré du sol sous leurs pieds appartenait à Lenora. Chaque fleur, chaque lumière, chaque table, toute cette histoire de 17 milliards de dollars avait commencé là. C'est dans ce jardin, ce soir-là, lors de cette fête d'anniversaire, qu'ils sont devenus autre chose. Pour comprendre Lenora, il faut remonter bien avant les guirlandes lumineuses, la robe ivoire et l'enveloppe scellée sur la table d'anniversaire. Il faut remonter dans une petite ville rurale de Géorgie où les routes étaient en terre rouge, les porches en bois et larges, et où le matin sentait le pain et les pâtisseries. C'est de là qu'elle venait. C'était le terreau dont elle était issue. Ses parents sont morts quand elle avait 7 ans. Un accident de voiture sur une autoroute mouillée, fin novembre, le genre de nuit qui emporte les choses sans prévenir. Lenora ne se souvenait pas de tout dans l'ordre. Elle se souvenait des bras de sa grand-mère. Elle se souvenait d'avoir été soulevée. Elle se souvenait de l'odeur de la maison de Nanabi, des fleurs, de la lavande et du bois de cèdre. Et elle se souvenait avoir décidé, quelque part dans le brouillard de ce chagrin, qu'elle allait s'en sortir. Elle ne l'avait pas décidé à voix haute. Elle l'avait décidé comme une graine décide de pousser tranquillement à travers le béton sans demander la permission. Nana Bay était une petite femme qui n'avait jamais été petite d'une manière qui comptait. Elle travaillait la terre qui appartenait à la famille depuis 3 générations. Elle entretenait un jardin qui les nourrissait pendant les hivers rigoureux. Elle allait à l'église le dimanche et croyait en Dieu comme les gens croient en quelque chose qu'ils ont réellement vu apparaître. Elle n'avait pas élevé Lenora pour qu'elle soit brillante. Elle ne l'avait pas élevée pour qu'elle soit agressive, combative ou dure. Elle l'avait élevée pour qu'elle soit terre à terre, enracinée, inébranlable, à l'image des arbres. Avant de mourir, lorsque Lenora avait 19 ans et était en première année d'université, Nanabe avait glissé quelque chose de petit et de froid dans la paume de sa main. C'était un pendentif sur une fine chaîne en laiton, en forme de vieille clé squelette, usée par des années d'utilisation. Il avait appartenu à la mère de Nanabe avant elle et à sa mère avant cela. Nanabia a fermé la main de Lenora autour du pendentif et l'a regardée comme elle le faisait toujours, comme si elle lisait en elle quelque chose que le reste du monde ne pouvait pas voir. Elle a dit « Ce n'est pas seulement un bijou, ma chérie, c'est un rappel. Tout ce qui est verrouillé s'ouvrira le moment venu. » Lenora avait porté ce pendentif tous les jours depuis cet après-midi-là, pendant ses études universitaires, pendant ses études supérieures, pendant les premières années de la création de ce qui allait devenir la société holding privée la plus discrètement puissante de la région, pendant son mariage avec Kofi, pendant la naissance de ses filles, pendant les humiliations qu'elle avait subies le soir où Claudette avait apporté une enveloppe scellée dans le jardin d'anniversaire. La clé en laiton était là, dans le creux de sa gorge, comme toujours. Elle avait rencontré Kofi alors qu'ils avaient tous deux une vingtaine d'années.
Il était charmant à l'époque, pas profond, mais chaleureux. Le genre d'homme qui rendait les pièces plus légères lorsqu'il y entrait. Elle l'avait aimé comme les jeunes aiment, pleinement, sans se poser trop de questions. Elle cuisinait pour lui avec une joie véritable pendant ses premières années. Elle lisait les histoires du soir à leur fille à 3 voix, une pour chacune. Elle appelait son avocat, M. Ellington, une fois par mois, discrètement, pour passer en revue leurs avoirs, restructurer ce qui devait l'être, s'assurer que tout était en ordre. Elle faisait tout cela sans drame, sans annonce. Elle n'avait jamais dit à Kofi toute la vérité sur ce qu'elle avait construit, car elle avait d'abord besoin de voir qui il était vraiment. Elle y avait besoin de temps pour l'observer, non pas parce qu'elle était méfiante au début, mais parce que Nana lui avait appris qu'une femme qui sait ce qu'elle possède n'a jamais besoin d'élever la voix, et qu'une femme qui sait qui est quelqu'un n'a jamais besoin d'être surprise par cette personne. Elle avait observé Kofi assez longtemps maintenant. Elle savait exactement qui il était. Elle le savait depuis un certain temps déjà. La femme qu'ils avaient humiliée dans ce jardin n'était pas celle qu'ils croyaient. Ils voyaient son silence comme un vide. Ils voyaient son calme comme un manque d'options. Mais pour Lenora, le silence n'était pas un vide. C'était le seul langage assez puissant pour contenir tout ce qu'elle portait en elle. Après la fête d'anniversaire, les choses ont évolué rapidement, de cette manière silencieuse et suffocante qui caractérise toujours la trahison. Pas dans un éclat, mais dans une lente fuite. Kofi a cessé de rentrer à la maison à 1 heure normale. Quand il était à la maison, il était ailleurs, assis à table avec son téléphone retourné et l'esprit loin de cette cuisine, loin de ses filles, loin de Lenora. Il a cessé de lui poser des questions, cessé de répondre aux siennes. L'espace entre eux, qui n'avait cessé de grandir depuis 2 ans, devint un mur derrière lequel il semblait à l'aise. Sa mère agit rapidement. Claudette n'avait jamais fait confiance à Lenora. Pas depuis la première fois que Kofi l'avait ramenée à la maison. Pas depuis le jour du mariage. Pas pendant les grossesses ni les années passées à construire un foyer ensemble. Elle avait attendu un moment comme celui-ci. Maintenant, elle l'avait. Elle commença à remplir les oreilles de Kofi d'une histoire qu'elle avait construite pièce par pièce au fil des ans. Que Lenora venait d'un milieu pauvre et avait épousé Kofi pour la stabilité que représentait son nom de famille, qu'elle avait délibérément caché ses origines, qu'elle ne l'avait jamais vraiment aimé, qu'elle avait seulement besoin de lui, qu'un homme comme Kofi méritait quelqu'un qui lui correspondait, quelqu'un de solide, quelqu'un d'établi, quelqu'un comme René. Claudette rencontra en privé un avocat de la famille. Elle ne raconta pas à Kofi tous les détails de ces réunions. Elle lui dit simplement qu'il le protégeait, qu'il veillait à ce que le divorce se passe sans heurts et de manière équitable, que Lenora recevrait une pension raisonnable, mais qu'elle ne repartirait pas avec quoi que ce soit appartenant à la famille. Kofi signa les documents que sa mère lui fit glisser sur la table. Il ne les lut pas attentivement, il lui faisait confiance. Il lui avait toujours fait plus confiance qu'à ses propres yeux. Renée n'était pas seulement opportuniste, elle était méthodique. Elle s'était immiscée dans la vie quotidienne de Kofi au cours des 14 derniers mois, avec la patience et la précision de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Elle avait commencé à se montrer lors d'événements professionnels auxquels il assistait, puis lors de dîners avec des amis communs, puis à la maison lors d'un barbecue familial auquel elle avait été invitée sans que Lenora ne le sache. Elle parlait aux filles avec le soin et l'assurance d'une femme auditionnant pour un rôle. Elle avait apporté un livre sur les sciences à Nia. Elle avait complimenté Selene sur ses dessins. Elle appelait Dra par le surnom que seules ses sœurs utilisaient, ce que Lenora avait immédiatement remarqué sans rien dire. René fournissait à Claudette des informations sur l'humeur de Kofi, ses finances au travail, ses doutes. Elle s'était rendue indispensable à tout le monde, sauf à la femme qui vivait réellement dans cette maison. Les semaines qui ont suivi la fête d'anniversaire ont été les plus difficiles de la vie de Lenora, non pas parce qu'elle était brisée, mais parce qu'elle devait se retenir de s'effondrer, tout en voyant tout ce qu'elle avait construit avec un homme être démantelé par ses propres choix, et tout en empêchant ses filles de ressentir tout le poids de cette situation. Nia avait cessé de manger beaucoup au dîner. Céline avait commencé à dormir avec la lumière allumée. Un soir, alors que Lenora lui tressait les cheveux, Dra lui a demandé si papa allait partir. Lenora ne mentit pas à sa fille. Elle ne lui donna pas non plus de faux espoirs. Elle tint la tresse entre ses mains et dit
Quoi qu'il arrive, tes sœurs et toi aurez toujours tout mon amour. Tout mon amour. Cela ne changera jamais. Dra regarda le reflet de sa mère dans le miroir. Elle acquiesça lentement, du même signe de tête que Lenora avait fait à Claudette dans le jardin. Une nuit, après que les filles se furent endormies, Lenora sortit seule dans le jardin. Elle s'assit à la même table où avait été posé le gâteau d'anniversaire. Les guirlandes lumineuses étaient éteintes. La banderole avait disparu. Il n'y avait plus que le jardin, calme, sombre et immobile. Elle resta assise là longtemps sans bouger. Elle pensa à sa grand-mère. Elle pensa aux routes en terre battue, à l'odeur du cèdre et au pendentif en laiton qui reposait contre sa poitrine à cet instant. Elle se laissa envahir par toutes les émotions qu'elle avait refoulées. Le chagrin d'un mariage qui s'était effondré, la rage qu'elle refusait d'exprimer, l'amour pour ses filles qui n'avait jamais faibli, même dans les moments les plus sombres. Elle laissa les larmes couler. Elle les coulait doucement, comme toujours. Puis elle s'essuya le visage. Elle se redressa. Elle regarda le ciel nocturne pendant un moment, puis elle sortit son téléphone et composa un numéro. Monsieur Ellington répondit à la deuxième sonnerie. Il répondait toujours à la deuxième sonnerie. Elle entendit sa voix chaleureuse et posée, et quelque chose en elle se calma. Elle dit « C'est le moment, Ellington ». Il ne lui demanda pas si elle était sûre. Il ne lui fit pas de discours. Il était son avocat et son conseiller le plus fiable depuis 18 ans. Il savait ce que ces trois mots signifiaient. Il dit « Tout est prêt, Lenora. Tout est prêt depuis longtemps. » Elle le remercia, raccrocha et resta assise seule dans le jardin encore un moment, sans tristesse ni défaite. Elle y était assise comme une femme s'assoit lorsqu'elle s'apprête à ouvrir une porte qui est restée fermée pendant très longtemps. Le gala était l'événement social de la saison. Il se déroulait en plein air, dans la cour d'un centre artistique communautaire récemment rénové, au cœur de la ville. Des tentes blanches s'étendaient sur le terrain, maintenues par des poteaux recouverts de lierre et éclairés par des lumières tamisées. Des tables rondes étaient ornées de bougies qui scintillaient dans l'air du soir. Un quatuor jouait près de l'entrée du jardin. Les femmes étaient vêtues de robes de soirée, les hommes portaient des costumes sur mesure. C'était le rassemblement où les familles noires les plus en vue de la ville venaient pour être vues et pour donner, pour appartenir à quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Toutes les personnes importantes étaient là. Kofi était là, Claudette était à sa gauche, René était à son bras. Ils se déplaçaient ensemble comme un seul homme saluant les gens, acceptant les compliments sur l'allure de Kofi. Claudette portait une robe rouge à siège. Elle était dans son élément, entourée de sa communauté, recevant la chaleur sociale dont elle s'était toujours nourrie. Elle avait passé les dernières semaines à raconter l'histoire d'une mère qui avait sauvé son fils. Les gens croyaient ce qu'on leur montrait. Lenora est arrivée en retard. Elle est entrée seule par l'entrée principale, vêtue d'une robe bordeaux foncé qui ne se faisait pas remarquer, mais qui imposait le respect dans toutes les pièces où elle entrait. Le pendentif en forme de clé en laiton était à son cou, comme toujours. Elle marchait lentement, non pas parce qu'elle était nerveuse, mais parce qu'elle n'avait jamais été pressée d'arriver à un endroit où elle était déjà certaine d'être. Les invités près de l'entrée se sont retournés pour la regarder. Quelqu'un à une table voisine a baissé son verre. Le calme qui la suivait n'était pas un silence gêné. C'était le silence de la reconnaissance, le sentiment que quelque chose d'important venait d'entrer dans la pièce. Elle salua chaleureusement quelques personnes. Elle accepta un verre d'eau offert par un serveur. Elle trouva une place à une table près du centre de la tente et s'assit avec l'aisance d'une femme qui possède le sol sous sa chaise, ce qui était d'ailleurs le cas. Kofi l'aperçut de l'autre côté de la tente. Son expression changea. Quelque chose passa sur son visage. Pas exactement de la culpabilité, quelque chose de plus compliqué que la culpabilité. Quelque chose qui ressemblait à un homme commençant à sentir qu'il avait mal calculé, mais ne sachant pas encore à quel point. L'hôte de la soirée était le Dr. Okafor, une femme respectée dans la communauté, médecin et philanthrope qui avait passé 30 ans à construire des institutions dans la ville. Elle était digne, précise et ne gaspillait pas ses mots. Elle s'approcha du micro situé à l'avant de la tente et le quatuor cessa de jouer. La foule se calma. Le Dr. Okafor remercia les invités d'être venus, parla brièvement du travail représenté par le centre artistique, puis annonça qu'elle avait hâte de faire une annonce depuis le début de la soirée.
Elle déclara que le gala, la rénovation de l'espace communautaire derrière eux et le fonds de bourse d'études lancé ce soir-là avaient tous été rendus possibles grâce à une seule contribution philanthropique privée. Elle a ajouté que la société holding responsable opérait discrètement dans la communauté depuis près de 2 décennies, construisant, investissant, attendant le moment opportun pour donner en retour. Elle a marqué une pause puis a prononcé le nom de Nanabia Holdings LLC. Le silence s'est installé dans l'attente, comme cela arrive parfois lorsqu'un nom est prononcé et que les gens le ressentent avant de le comprendre pleinement. Le Doha Kapoor a déclaré qu'elle souhaitait inviter le fondateur de Nanabia Holdings à s'avancer. Lenora posa son verre d'eau sur la table. Elle se leva. Elle lissa le devant de sa robe et se dirigea vers le micro avec le même pas calme et assuré qui l'avait caractérisé toute sa vie. Elle ne regarda ni Kofi ni Claudet. Elle fit face à la foule. Elle parla pendant 4 minutes. C'est tout ce qu'il fallut. Elle prononça le nom de sa grand-mère et le laissa flotter dans l'air pendant un instant. Elle dit que tout ce qu'elle avait construit venait d'une petite femme sur une route de terre rouge en Géorgie qui croyait que la dignité n'était pas quelque chose que l'on affichait. C'était quelque chose que l'on protégeait. Elle dit qu'elle avait passé des années à construire discrètement parce que sa grand-mère lui avait appris que la chose la plus forte qu'une femme puisse faire était de survivre à ce qui avait tenté de la briser. Elle remercia M. Ellington, qui était assis au fond de la tente avec un petit sourire tranquille. Elle a regardé vers la table où étaient assises ses filles. Nia, Céline et Dra, toutes vêtues de bordeaux foncé assorties à leur mère, qui la regardaient avec des yeux grands ouverts et immobiles. Elle leur a souri. Elles lui ont souri en retour. Puis elle s'est éloignée du micro et l'écran derrière le poteau central de la tente s'est allumé. C'était une présentation simple, claire et professionnelle, où elle présentait le profil de Nanabia Holdings, la valeur totale de ses actifs, 17,3 milliards de dollars, ses propriétés dans 6 États, les droits miniers acquis grâce à un héritage foncier et 2 décennies de stratégie juridique patiente, un portefeuille immobilier, une division de capital investissement, une fondation nouvellement créée et, près du boss de l'écran, simplement répertoriée parmi les actifs, l'adresse d'une propriété résidentielle. L'adresse de la maison que Kofi et Claudette avaient supposé être la leur une fois le divorce finalisé. La foule la lut, puis elle comprit. Le visage de Kofi devint complètement immobile. Le genre d'immobilité qui survient lorsque toutes les hypothèses sur lesquelles une personne a construit sa vie perdant soudainement leur fondement. Il resta là, tenant son verre sans le boire, comme s'il avait oublié à quoi il servait. Claudette serra sa pochette à 2 mains. Ses yeux passèrent de l'écran à Lenora, puis revinrent à l'écran. René regarda tour à tour Kofi et Claudette, puis à nouveau l'écran, et son expression changea, comme si elle recalculait la situation en temps réel. Les murmures commencèrent doucement, puis s'amplifièrent comme une vague. Les gens se penchèrent les uns vers les autres, chuchotaient, rassemblaient les pièces du puzzle. L'anniversaire, l'enveloppe, la femme qu'ils avaient vue recevoir les papiers du divorce devant ses enfants, la femme qui n'avait rien dit ce soir-là, qui avait hoché la tête une fois et serré ses filles contre elle. Cette femme, elle était à l'origine de tout cela. En sortant, Lenora passa devant la table où se tenait Kofi. Elle ne s'arrêta pas. Elle ne dit rien. Elle ne le regarda ni avec colère, ni avec triomphe, où elle passa simplement devant lui avec son pas calme et mesuré. Et en passant, elle leva la main et toucha le pendentif en laiton en forme de clé qu'elle portait autour du cou, comme elle le faisait chaque jour depuis l'âge de 19 ans. Puis elle continua son chemin. Certains pensèrent que ce geste lui était destiné. Ce n'était pas le cas. Il était destiné à Nanabia. Il avait toujours été destiné à Nanabia. Le divorce fut prononcé, mais pas de la manière dont Claudette l'avait prévu. Les documents que Kofi avait signés sans les lire attentivement, ceux que sa mère lui avait glissés sur la table quelques semaines après la fête d'anniversaire, contenaient des clauses que ses avocats qualifieraient plus tard de profondément défavorables. Sans le savoir, il avait renoncé à plusieurs droits et protections qui auraient pu jouer en sa faveur. Lorsque ses avocats eurent pris connaissance de la situation financière réelle de Lenora, la stratégie de négociation agressive qu'ils avaient prévue s'évanouit discrètement. Ils se mirent alors à gérer les attentes. La maison que Kofi pensait conserver fut transférée sans encombre à la fiducie de Lenora. Sa situation financière,
dépouillé des actifs qu'il croyait partagés, était nettement moins importante qu'il ne l'avait imaginé. Il n'était pas sans ressources, mais il était loin de ce qu'il pensait d'obtenir. Sa réputation professionnelle en pâtit également. L'histoire se répandit dans leur cercle social, comme le font toujours les vérités, non pas par des annonces, mais par la correction lente et régulière de ce que les gens pensaient savoir. Les mêmes voisins qui s'étaient tenus dans ce jardin d'anniversaire. Les mêmes amis de la famille qui avaient vu Claudette traverser la pelouse avec une enveloppe. Ils ont maintenant compris et ont agi en conséquence. Certaines personnes n'ont rien dit directement à Kofi. Elles ont simplement cessé de l'appeler, de l'inviter, de l'inclure, ce qui, d'une certaine manière, était un verdict en soi. Renée était partie 2 semaines après le gala. Elle répondit à ses 3 derniers messages par le silence. On la vit peu après à un dîner professionnel au bras d'une autre personne, riant comme elle avait ri ce soir-là à la fête d'anniversaire, à l'aise et insouciante, composant déjà le prochain chapitre d'une histoire qui n'avait plus rien à voir avec Kofi. Il avait cru qu'elle tenait à lui. Il n'avait pas compris qu'elle avait lu un bilan et que ce bilan avait changé. Claudette portait le poids de ce qu'elle avait fait, comme les gens fiers portent les conséquences de leurs actes sans les reconnaître publiquement, mais de manière visible. La communauté devant laquelle elle avait humilié son fils le jour de son anniversaire était la même que celle qui était assise dans cette tente lorsque l'écran s'était allumé. Des amis de l'Église, des voisins, des gens dont elle avait passé des décennies à gagner le respect. Certains d'entre eux avaient eu la gentillesse de ne rien lui dire en face. D'autres non. Elle se retrouvait avec le résultat de toute son ingénierie. Son fils diminué, sa cible invaincue et le public devant lequel elle avait joué désormais au courant de toute l'histoire. Nia, Céline et Dra ont choisi de vivre avec leur mère. Ils ont fait ce choix sans drame, sans que cela ne soit un sujet de conflit, car Kofi a regardé ses filles un soir et a compris qu'il ne pouvait pas se battre pour une place qu'il avait perdue. Il les verrait. Il serait leur père, mais il le ferait à distance, une distance qu'il avait lui-même créée, et il lui faudrait des années pour comprendre ce que cela coûtait. Il existe un type particulier de perte qui ne s'annonce pas bruyamment. Elle s'installe simplement. Elle prend ses quartiers. C'est la perte d'être vue clairement par les personnes qui vous admiraient autrefois et de trouver dans leurs yeux non pas de la haine, mais simplement l'absence de l'illusion qu'elles avaient autrefois de vous. C'était ce avec quoi Kofi vivait après cela. C'était de la véritable conséquence. Pas l'argent, pas la maison. Le fait d'être enfin vu tel qu'il était après tout. Le jardin était calme à 6 heures du matin. Du était assis sur l'herbe dans la lumière du petit matin. Les guirlandes lumineuses avaient disparu depuis longtemps, rangées après la fête d'anniversaire qui s'était terminée comme elle s'était terminée. Il ne restait plus rien de décoratif dans cet espace, juste le jardin lui-même. Le vieux chêne près de la clôture. Les parterres de fleurs que Lenora avait plantés lors de sa 2e année dans cette maison. Le chemin de pierre qui serpentait de la porte arrière à la table au centre. Tout était calme. Lenora était assise à cette table avec une tasse de thé, les 2 mains autour de la tasse. Elle ne pensait à rien de particulier. Elle faisait quelque chose de plus rare et de plus difficile que de penser. Elle se reposait. Elle se reposait vraiment, comme une personne se repose lorsque ce à quoi elle s'était préparée est enfin passé et que son corps commence à se détendre. Elle leva la main et toucha le pendentif à son cou, la clé en laiton lisse et chaude contre sa peau. Elle ferma les yeux un instant. Elle pensa à un porche en bois en Géorgie. Elle pensa aux fleurs, à la lavande et au bois de cèdre. Elle pensa aux mains d'une petite femme qui pressait quelque chose de froid dans sa paume et à une voix qui lui disait que tout ce qui était verrouillé s'ouvrirait le moment venu. Elle ouvrit les yeux, elle regarda le chêne près de la clôture, puis elle entendit la porte arrière s'ouvrir. Toutes les 3 sortirent en même temps, un corps en pyjama. Nia d'abord, les cheveux ébouriffés par le sommeil, puis Céline avec une chaussette aux pieds et l'autre à la main, puis Dra qui courait pieds nus sur le chemin de pierre, appelant maman avant même d'avoir atteint la table. Lenora se retourna sur sa chaise et ouvrit les bras. Elles se jetèrent toutes les 3 sur elle. Nia à droite, Dra au milieu, Céline repliée à gauche. Le thé faillit se renverser. Personne ne s'en souciait. Lenora les serra contre elle et les tint là, ses bras autour de ses 3 filles à la fois. Son visage pressé contre le sommet de la tête de Dra. Elle respira profondément. La lumière du petit matin traversait les chênes en longues lignes obliques.
Elle tombait sur la table, sur les filles en pyjama, sur les mains de Lenora posées sur leur dos. Elle était dorée et calme, empreinte de cette paix particulière qui ne vient qu'après la fin d'une épreuve difficile. Nia leva les yeux vers sa mère après un moment. Elle demanda si tout allait bien se passer maintenant, non pas avec l'anxiété qu'elle avait manifestée pendant des mois, mais avec sincérité, comme le fait un enfant qui commence à croire à la réponse. Lenora regarda sa fille aînée. Elle lui caressa le visage d'une main. Elle répondit oui. Elle le dit simplement, directement et sans hésitation. Comme Nana avait l'habitude de répondre aux questions importantes. Oui, tout allait bien se passer. Il pensait que son silence était un vide. Il confondait sa patience avec de la faiblesse. Mais c'était une femme qui construisait en secret, qui portait son pouvoir en silence, qui attendait le bon moment. Elle n'avait pas besoin de s'annoncer. Le sol lui-même parlait pour elle. Et parfois, lorsque le moment était enfin venu, tout ce qui était verrouillé s'ouvrait d'un coup, juste à temps. Si vous vous êtes reconnu dans Lenora ou dans quelqu'un que vous aimez, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous quelle partie vous a le plus touché. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo car cela aide davantage de personnes à découvrir des histoires comme celle-ci. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Nous mettons tout notre cœur dans chaque histoire de cette chaîne et partageons celle-ci. Quelqu'un a besoin de l'entendre aujourd'hui.